Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les législatives de décembre 2024 confirmées au Tchad. Après de nombreuses rumeurs de report, les candidats ont jusqu'au 28 octobre pour se mettre en règle et déposer leur candidature. Nous irons en Guinée-Bissau où un ferry assure à nouveau la liaison entre la capitale Bissau et l'archipel des Bijagos. Une bonne nouvelle pour les populations de ces îles isolées après un an sans liaison maritime publique. Et notre invité de ce soir est un photographe documentaire multiprimé, français d'origine malgache, élevé au Kenya et dont le travail lui a permis de voyager partout en Afrique et à ce titre d'en être un témoin direct des transformations dramatiques qui ont profondément remodelé le continent au cours de ces 3 dernières décennies. Et à ce titre, il nous présente un livre où il témoigne avec nous dans le journal avec sortie de son livre Paradise Inc. Guillaume Beaune est notre invité. On ouvre ce journal par le Tchad où les choses se mettent en place pour les législatives de décembre 2024. Après de nombreuses rumeurs de report, l'Agence nationale de gestion des élections annonce le début des dépôts de candidature pour ce 19 octobre, conformément à son chronogramme. Les candidats ont jusqu'au 28 octobre, soit 10 jours, pour se mettre en règle. Ghislaine Alataro. Pas de possible report. L'Agence nationale de gestion des élections, l'ANGE, a choisi de respecter son chronogramme. L'annonce a été faite ce 19 octobre, date du début des dépôts des dossiers pour les candidats. Le président de l'ANGE, Ahmad Bartiré, lors de cette déclaration, a appelé les acteurs politiques à respecter les délais et à garantir une compétition équitable. Il me plaît de rappeler aux partis politiques et regroupement des partis politiques que la participation aux élections exige le respect des critères fixés par la loi. Aussi, les candidats et candidates doivent-ils prendre toutes les dispositions pour satisfaire ces critères qui sont éliminatoires. L'ange qui est esclave de la loi électorale est tenu d'appliquer toutes les dispositions légales. Quelques jours avant, des partis politiques de l'opposition, à l'exemple du parti Les Transformateurs de Succès Masra, avaient demandé un renvoi en 2025 de ce scrutin. D'autres, par contre, avaient annoncé leur intention de le boycotter, faute de confiance en l'ANGE. Le président de la République, Mahamadou Idriss Déby, lors de sa rencontre avec les acteurs politiques hier, avait douché les espoirs des partisans du report de ces élections. Il a également appelé à l'unité nationale et au renforcement de la démocratie face aux dissensions au sein de la classe politique. On passe au Rwanda où l'épidémie du virus Marburg, similaire à Ebola, est freinée par un premier vaccin expérimental, mais aussi par un tout premier essai clinique d'un traitement pour les malades. Cette fièvre hémorragique a déjà tué 15 personnes dans le pays, mais les autorités sanitaires africaines sont plutôt optimistes. Les précisions de notre correspondant à Kigali, Clément Diroma. C'est une nouvelle étape et peut-être la dernière dans la lutte contre l'épidémie du virus de Marburg au Rwanda, déclarée fin septembre et que les autorités affirment maintenant maîtriser après au moins 15 décès. Seulement 4 malades sont encore en isolation et sous traitement ici à Kigali et devraient bénéficier de 2 nouveaux médicaments en phase de test. Le premier, développé par un laboratoire américain, avait déjà été utilisé pour guérir les infections du virus Ebola, très similaire à Marburg, mais aussi pour traiter les malades du Covid-19. Le second est un anticorps spécialement développé pour lutter contre le Marburg. Mais dans les 2 cas, l'efficacité de ces traitements qui seront testés pour la première fois contre la fièvre hémorragique mortelle reste à confirmer. Plusieurs milliers de doses ont été envoyées au Rwanda, mais aucun nouveau cas n'a été détecté depuis plusieurs jours. Une quarantaine de patients ont déjà guéri et plus de 4000 tests ont été effectués à travers le pays. En parallèle de ces traitements, un vaccin, lui aussi en phase de test, a déjà été administré à 900 personnes. La diaspora libanaise, estimée à près de 70 000 en Afrique subsaharienne, réagit au bombardement israélien au Liban. Au Sénégal, selon les ONG, plus de 700 Sénégalais binationaux seraient actuellement
bloqués dans le pays alors que les opérations de rapatriement se préparent. Ce samedi matin, un rassemblement a été organisé à Dakar et environ 300 manifestants libanais comme sénégalais sont descendus dans les rues pour dénoncer les bombardements israéliens et appeler à un arrêt immédiat des combats. Simon Martin a recueilli la parole des manifestants. Beaucoup de Libanais ici ont perdu des gens au pays. Il y a même une famille en Gambie dont 9 membres ont été tués, dont 3 enfants, 3 jeunes filles. Ce qui se passe est inacceptable. Les Libanais, ce sont nos frères et les Palestiniens aussi. On vit ici ensemble, tous ici au Sénégal. Ils sont des gens très bons, franchement. C'est pour cela, tout ce qu'ils font, nous allons venir les soutenir ici au Sénégal. Chez les voisins bissau-guinéens, après une année de coupure, c'est une bonne nouvelle. C'est arrivé d'un ferry qui assure à nouveau la liaison entre la capitale Bissau et l'archipel des Bijagos. Les premiers passagers ont pu embarquer ce vendredi vers 3 îles. Un ouf de soulagement pour les habitants privés de ferry depuis un an et qui devaient se débrouiller en pirogue, un moyen bien plus risqué. Plus de détails avec la correspondante régionale Sarah Sako. Centenaire Amilcar Cabral, c'est le nom de ce nouveau bateau offert par le Portugal à la Guinée-Bissau et qui permet désormais de rallier en 3 heures la capitale Bissau à l'archipel des Bijagos qui se situe à une centaine de kilomètres des côtes. Les voyageurs ont pu renouer avec le confort et la sécurité après plus d'1 an sans liaison maritime publique depuis en fait l'arrêt de la navette précédente pour problèmes techniques. Ils étaient obligés de prendre des pirogues surchargées assez dangereuses qui ralliaient l'archipel en 4 à 6 heures ou alors des vedettes privées et donc très chères, généralement fréquentées par les touristes. C'est donc un ouf de soulagement pour les voyageurs. Écoutez. Grâce à ce navire, il y aura moins d'accidents dans la traversée vers Bissau. Avant, c'était des pirogues et chaque voyage était source d'angoisse car nous craignions pour notre sécurité. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui ont mis ce navire à disposition car il facilitera le transport de nos produits jusqu'au marché de Bissau. Ce bateau est doté de 3 cabines pour les passagers, avec une capacité d'accueil de 241 sièges. Il y a 2 autres compartiments où nous allons installer 236 sièges. Au total, le navire pourra transporter jusqu'à 477 passagers. 25 000 personnes habitent dans cet archipel composé de 88 îles, dont une vingtaine seulement est habitée. On passe à notre focus de ce samedi soir qui s'intéresse à la faune sauvage en Afrique. Guillaume Beaune est un photographe français d'origine malgache, documentariste multi-primé qui explore depuis 30 ans les conflits et les évolutions sociétaux et les enjeux environnementaux à travers le monde notamment. Il a publié pour New York Times, Vanity Fair. Guillaume Beaune, merci et bienvenue sur France 24 dans cette émission. On est ravis de vous recevoir à l'occasion de la publication de ce livre, Paradise Inc., aux éditions Emeria. Un livre très intéressant, évidemment, où vous témoignez les transformations du continent africain. J'aimerais vous faire réagir à quelque chose qu'on lit dès le début, justement, la phrase d'Ézéchiel Ole Katako, un sage Maasai du Kenya, qui écrit dans la préface « L'époque où les espèces sauvages vagabondaient librement sur des vastes territoires est révolue et ne reviendra jamais. » Oui, c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on oublie de regarder comme il faut regarder les choses et ce qu'on oublie, c'est que la conservation animale, elle a commencé sur plutôt des histoires très négatif, c'est-à-dire que les Occidentaux arrivent en Afrique et se mettent à tout j'allais dire, tirer un petit peu partout et ils se rendent compte à un moment qu'ils ont vraiment trop tiré et que la conservation, elle commence au moment où on décide de créer les parcs nationaux pour justement se dire il faut qu'on sauve ce qu'on a déjà beaucoup abattu. Et ce qui se passe à ce moment-là, il y a une déconnexion avec les cueilleurs-chasseurs qui sont là depuis toujours. Et on leur dit, si vous rentrez dans ces parcs nationaux, vous devenez des braconniers. Donc c'est comme ça que ça commence, sauf qu'on a un peu oublié et que c'est comme ça que ça continue aujourd'hui. Donc la question que je pose réellement dans ce livre,
qui est la thématique principale de ce livre, c'est est-ce que finalement l'écologie ne participe pas à la destruction de l'environnement? Pourquoi? Comme le dit très bien Ézéchiel dans sa préface, c'est que les grands espaces sont en train de se réduire, mais à une vitesse surprenante, je dirais, et que maintenant on est arrivé presque, j'exagère pas en le disant, quand on va dans un parc national, on arrive dans un zoo à toit ouvert, quoi, entre guillemets. Donc c'est là où on en est aujourd'hui. Donc voilà. Ça, oui, c'est intéressant. D'ailleurs, donc le livre, vous dites qu'il y a un affrontement finalement entre l'homme et la faune sauvage, que visiblement la faune sauvage a perdu, c'est ce qu'on comprend. Et finalement, la question cruciale, c'est comment on trouve un équilibre entre le développement humain, parce que vous en parlez aussi, hein, des villes, il est aussi question de la place de l'homme dans cet habitat-là. Finalement, comment on trouve cet équilibre entre le développement humain et la préservation justement de la faune sauvage? L'équilibre, il va se trouver uniquement quand on va réussir à se poser les vraies questions. Et on ne peut pas continuer un système qui ne marche pas, en tout cas c'est ce qu'on voit sur le terrain. C'est un système qui est basé sur le fait qu'on se dit qu'on va pouvoir réparer notre relation avec la nature en mettant beaucoup d'argent là-dedans. Et on se dit, pour continuer le cheminement, on se dit plus on va donner de l'argent, plus on va pouvoir réparer cette nature. Or, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Donc, à un moment, il faut qu'on se dise, OK, qu'est-ce qui marche pas là-dedans? Et ce qui marche pas là-dedans, c'est que, en fait, les communautés locales, donc je parlais des cueilleurs-chasseurs du début, il y a plus de 120 ans, 130 ans, on ne leur parle toujours pas. Et on ne leur demande pas comment on fait pour vivre dans une espèce d'équilibre, de balance des écosystèmes dont ils ont fait partie parce qu'ils y vivent et ils vivent en coexistence. Et c'est grâce à eux que ces écosystèmes existent encore. Donc ça veut dire que la solution passe par eux, par les communautés locales en fait. La solution ne peut passer que par les gens qui savent de quoi ils parlent. Or, les experts qu'on a aujourd'hui qui nous donnent des conseils, quand je dis nous, c'est l'Afrique qui donne des conseils à l'Afrique de savoir, de suivre des voies qui vont sauver tout ça. Ces experts, en général, ce sont des experts qui ne sont pas du coin et qui viennent, en général, pas d'Afrique. Donc, il y a une déconnexion qui s'est faite entre la réalité de ce qui se passe réellement sur le terrain et je dirais, la réalité des gouvernements qui sont complètement déconnectés aussi de la réalité parce qu'ils n'écoutent pas leur propre population. Oui, alors quelle est la solution finalement? Comment on fait pour prendre en compte cette parole locale? La solution, c'est de se poser des questions. On ne se pose pas suffisamment de questions et c'est pour ça que je fais un livre comme ça, c'est parce qu'il y a une frustration qui se crée depuis longtemps chez moi par rapport à ce que je vois sur le terrain. Et je me dis, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça en se disant que qu'on va continuer à faire avancer le système qu'on a mis en place il y a très longtemps, en se disant tout simplement que on peut sauver la nature juste en faisant un chèque parce que ça nous rend heureux de faire un chèque parce qu'on se sent, ça nous déculpabilise en fait. C'est ça, ça déculpabilise, mais finalement, ce qu'on arrive à faire ça, c'est de ne pas remonter les manches et de se plonger réellement dans le problème et de se dire ce qui se passe. Mais alors très rapidement, justement, les gouvernements locaux, donc les Africains, ceux qui sont au pouvoir, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que finalement la faune et la flore est moins prioritaire au regard justement des besoins du développement humain, des villes, etc. Comment on fait? Le problème, c'est que si on parle des éléphants, juste pour rester les éléphants et les êtres humains, ils ont le même problème. C'est qu'ils sont tous les deux en train de chercher et se battre pour les mêmes ressources. Donc si vous regardez la configuration d'un parc national qui est très vert, où il y a des arbres dedans, et il y a des éléphants dedans, si ce parc national a été complètement clôturé, à un moment, il va falloir s'occuper des nombres grandissant des éléphants, parce que si on laisse les éléphants faire ce qu'ils ont à faire, ça va devenir un désert. Si vous regardez de l'autre côté de la clôture, donc du côté des hommes où il n'y a pas d'animaux, en général, c'est déjà des déserts. C'est-à-dire que tous les arbres ont été coupés. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de se nourrir et de se chauffer. Ah oui, d'accord. Il y a un parallélisme intéressant à faire entre les deux. Donc on se bat pour les mêmes ressources et la même terre. La même terre. Ouais. Absolument. Merci beaucoup, Guillaume Beaune. C'est vraiment passionnant, c'est beaucoup plus qu'un beau livre, c'est un beau livre et intelligent à la fois. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, Antananarive à Paris, en passant par Nairobi. Restez avec nous, car France 24 continue. Évidemment, ça ne s'arrête jamais. Merci.